Bonjour et bonne début de semaine sur Lynx FM 91.00. Bienvenue dans votre émission Œil de Lynx. À quelques mois des élections communales, le paysage politique guinéen s'est à nouveau récomposé. Ancien allié du RPG Arc-en-Ciel, Dr Ousmane Kaba est désormais le président du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES. Il a été plébiscité à la tête de cette formation politique le 26 janvier 2017 lors d'une assemblée extraordinaire qui a mobilisé militants et responsables du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES. Pour parler de cette formation politique et de ses ambitions pour la Guinée, nous recevons Dr Ousmane Kaba. Bonjour Dr Kaba. Bonjour. Vous écoutez de Lynx sur lynxfm.net. Nous recevons Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES. Vos SMS au 669 911 et vos commentaires sur facebook.com/de-lynxfm. Aboubakr. Alors, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Comment avez-vous vécu l'adoption du code électoral révisé et du code des collectivités locales? Ben, écoutez, moi, je suis de ceux qui ont émis des réserves. Parce que j'ai pensé que la démocratie guinéenne doit partir de la base. Et l'entente qui a été faite par les partis politiques, les deux grands partis politiques, c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut toujours encourager la paix. Mais je pense qu'on aurait pu trouver mieux, trouver dans cette entente une forme d'expression à la base. Vous savez, la démocratie, c'est un processus de long terme, un processus d'apprentissage. C'est vrai que c'est une avancée par rapport à la situation qui était là, qui était de nommer tous les chefs directement. Mais on aurait pu trouver mieux. Qu'auriez-vous souhaité alors, si c'était vous? Qu'appelez-vous mieux? Trouver mieux? Non, mais c'est-à-dire faire des élections dans les quartiers. Comme cela se passait. Bien sûr, on me dit c'est trop cher, mais il faut simplement de l'imagination. Je pense que nos juristes auraient pu nous imaginer une solution qui puisse permettre aux habitants d'un quartier, d'un district, de choisir ceux qui les représentent directement, sans que ce ne soit par le biais d'un parti politique qui va nommer quelqu'un parce qu'il a gagné les élections dans la commune. Et vous savez très bien que notre pays est un pays complexe. Les partis peuvent désigner un chef de quartier qui ne fait pas l'affaire des gens du quartier. Et on n'est pas loin de la violence pour des cas moindres que celui-ci. Donc il faut faire attention. C'est un progrès, mais on aurait pu faire mieux. Est-ce que dans ce cas, on peut dire que vous soutenez ceux qui vont aller devant la Cour constitutionnelle pour contester ce code électoral révisé? J'ai cru comprendre qu'il y a les républicains qui sont en train d'entreprendre cette démarche. Moi, je me suis abstenu de voter ce texte parce que je pensais que ce n'était pas une très très bonne chose pour la démocratie et que nous pouvons faire mieux. Et vous comptez les soutenir donc, la question des avocats? Est-ce que ce matin, ils vont déposer un recours? On ne m'a pas demandé. Et si on vous avait demandé? Vous savez, j'aime pas trop la politique politicienne. Moi, mon credo, c'est vraiment de trouver des solutions aux problèmes économiques de la Guinée. Vous n'aimez pas la politique politicienne et vous êtes désormais le président du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES. Alors, pourquoi cette formation politique? Ben écoutez, cette formation politique, je vais simplifier mon propos, répond à un double objectif. Le premier, c'est de participer au combat pour l'instauration de la démocratie en Guinée, la libre expression, la liberté des Guinéens et la défense des droits de l'homme. Mais le deuxième objectif qui me semble encore plus important, c'est vraiment réduire la pauvreté en Guinée, faire des investissements requis pour que ce pays ait enfin la croissance économique. Vous savez, la Guinée est un pays de paradoxes. Voilà un pays qui a eu beaucoup d'atouts de par la nature, mais qui depuis 60 ans végète dans la pauvreté. C'est vrai que la Guinée a eu beaucoup de problèmes à sa naissance, je dirais. Les conditions de l'indépendance ont été extrêmement difficiles. Le pays a été placé sous embargo pendant très longtemps. Nous traînons encore des casseroles. Mais ce qui est aussi vrai, c'est parce que nous avons eu beaucoup de malgouvernance pendant très très longtemps jusqu'à maintenant. Ce pays ne s'en sort pas. Et moi, je suis un professionnel de l'économie. C'est mon travail de chercher des solutions spécifiques pour relancer la croissance économique en Guinée et résoudre le problème le plus grave qui est le chômage massif de la jeunesse guinéenne.
Oui, mais voilà alors, vous l'avez dit, vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de la chose. Aujourd'hui, si on vous demandait quels sont les problèmes réels qui minent l'économie guinéenne? C'est très simple. Le premier problème en Guinée aujourd'hui, c'est que l'État n'a plus les moyens financiers de mettre en place les infrastructures de base. Tout le monde a constaté qu'il n'y a pratiquement plus de routes dans ce pays et que le problème d'électricité, c'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais n'est pas encore réglé. Nous avons besoin des hôpitaux. D'ailleurs, l'élite guinéenne se vante toujours de faire son contrôle médical à l'extérieur du pays, ce qui pour moi est une honte. Et nous avons pas mal de problèmes, des problèmes dans l'éducation. Donc nous avons les infrastructures de base. L'État n'est pas capable aujourd'hui de satisfaire cette demande sociale. La deuxième chose très importante, c'est que le taux de croissance est presque nul pendant près de 4 ans maintenant. Un pays qui ne crée pas de la richesse n'a aucune chance d'extirper la population de la pauvreté. Le troisième problème, c'est le chômage massif des jeunes. Nous formons des milliers de jeunes et je me sens vraiment coupable d'avoir formé toutes ces personnes qui ne trouvent pas aujourd'hui de l'emploi. Nous devons travailler sur le système éducatif, le rendre beaucoup plus performant, mais nous avons un défi qui est le défi de l'emploi. L'emploi ne se ramène pas à la formation. C'est une erreur que les gens commettent très souvent. Vous avez beau former les gens, s'il n'y a pas d'entreprise pour les embaucher, il n'y en a pas. C'est ça le problème de fond. C'est vrai qu'il faut faire des avancées dans l'éducation, mais ce qui est primordial, c'est d'avoir un secteur privé performant. Malheureusement, en Guinée aujourd'hui, le secteur privé il est reprimé. Il est reprimé par le gouvernement de plusieurs façons, qui ne permet pas des investissements aussi bien par les Guinéens que par l'extérieur. Le tissu économique, l'essentiel du tissu économique d'un pays, c'est les PME à l'intérieur de la Guinée, les Guinéens eux-mêmes. Et là, nous avons un problème avec ce gouvernement. Voilà les raisons qui m'ont poussé à créer le PADES pour trouver des solutions aux problèmes spécifiques de la Guinée. Alors comment parvenir à ces solutions? Comment aider le pays à repartir de l'avant? Mais c'est ce que nous essayons de faire là maintenant. D'abord, il faut diagnostiquer les problèmes, qu'on soit d'accord sur les problèmes. Lorsqu'on est d'accord sur les problèmes, on cherche des solutions. Les solutions existent. La Guinée n'est pas le seul pays sur la planète Terre. Les autres arrivent à le faire beaucoup mieux que la Guinée, de toute façon, parce que nous avons une croissance nulle. Je vous donne un exemple. Si tu veux augmenter la croissance économique dans un pays comme la Guinée, il faut identifier les grands secteurs porteurs de croissance. Ici, c'est le secteur minier, mais c'est aussi le secteur agricole surtout. Le secteur agricole est un secteur très important parce qu'il absorbe pratiquement les 2/3 de la population guinéenne. Donc il faut travailler sur ce secteur. Il faut implanter des agro-industries, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fonde la croissance de mon grand frère Ouattara, avec qui j'ai travaillé au Fonds monétaire, et qui a recommandé d'ailleurs que je vienne en Guinée dans les années 86. C'est comme ça que je suis retourné en Guinée. Pour travailler à la Banque centrale, etc., apporter ma contribution. Donc, pour notre cas spécifique, il faut des agro-industries. Pour avoir des agro-industries, il faut l'électricité à l'intérieur du pays. Lorsqu'on développe l'agro-industrie, l'agriculture se développe en amont. Et le problème agricole est beaucoup plus complexe que d'envoyer uniquement des fertilisants, des engrais. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut étudier toutes les filières, voir comment on peut aider à l'augmentation massive de la production. Voilà des choses spécifiques que l'on peut faire. Ça, c'est le secteur de l'agriculture. Il y a le secteur de l'élevage. La Guinée a un gros potentiel. Nous avons une population aguerrie à l'élevage. Il faut aider cette population pour que nous soyons des grands exportateurs de viande. Tout ça, c'est possible. Nous avons le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Heureusement que nous avons une population jeune qui s'est déjà attaquée à ce secteur, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aider les start-up, il faut aider les jeunes développeurs dans ce pays pour trouver des solutions spécifiques et pouvoir vendre ces produits à l'international. Il y a énormément d'idées pour faire booster une croissance dans un pays. Ce qui me fait rire souvent, c'est que le gouvernement est vraiment en manque d'imagination. On rassemble les jeunes pour leur dire comment écrire un CV
Non, les Guinéens en ont besoin quand même. Hein. Bien sûr. Pas tout le monde. Quand vous voyez certains CV, vous comprenez, oui. Bien sûr qu'on en a besoin. Mais il y a d'autres priorités. Voilà. Même vous n'avez pas parlé des mines. La Guinée, c'est aussi un scandale géologique. Je n'invente rien en le disant. Non, j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas développé simplement. Le secteur minier est un secteur important. Si on arrive à l'exploiter judicieusement, il faut augmenter la valeur ajoutée. Je m'explique. Actuellement, nous sommes en train de transporter de la bauxite avec la poussière que cela a. La Guinée est un pays qui aurait pu investir massivement dans l'électrification et pousser l'industrie de l'alumine. Et même, pourquoi pas de l'aluminium, qui sont les 3 étapes avant d'être sur le marché de consommation. Donc, il faut encourager les investisseurs à aller vers l'alumine et ensuite vers l'aluminium pour que l'économie guinéenne puisse capturer la valeur ajoutée et non se contenter simplement de mettre la terre rouge, c'est-à-dire la bauxite, exporter ça massivement. Ces 2 dernières années, nous avons boosté la production de bauxite, mais il faut expliquer pourquoi. Parce que sur le marché international, il y a d'autres pays qui ont décidé de ne plus le faire, tels que l'Indonésie. L'Indonésie a décidé de ne plus exporter de la bauxite. Parce que si vous exportez de la bauxite, ça veut dire que vous exportez le travail qui aurait dû être fait chez vous dans d'autres pays où on exploite cette bauxite pour faire de l'alumine avec des usines, où on exploite l'alumine pour faire de l'aluminium. C'est parce que les autres pays ont dit ça suffit, on ne peut pas continuer à exporter de la matière première brute comme ça sans capturer aucune valeur ajoutée. La Guinée s'est engouffrée dans cela. C'est une bonne chose, mais on aurait dû faire mieux. Voilà ce que je vais dire. Il y a beaucoup d'autres sous-secteurs de mines que nous pouvons encourager, mieux organiser l'exploitation de l'or, qu'il y ait là aussi une valeur ajoutée. Nous avons une grande population qui fait l'or artisanal, qu'il va falloir organiser et que la Guinée puisse tirer mieux profit de ces activités-là. Et surtout veiller à ce qu'il y ait la restauration environnementale, parce que là aussi, c'est un volet important. Notre industrie ne fait pas suffisamment pour réparer les dégâts causés à l'environnement. Il ne faut jamais oublier que nous sommes comptables vis-à-vis de nos contemporains, mais aussi nous sommes comptables vis-à-vis des générations futures. C'est une lourde responsabilité de solidarité intergénérationnelle. C'est pourquoi le PADES insiste toujours sur les aspects environnementaux qu'il faut prendre en compte, parce qu'il faut transmettre la terre guinéenne à nos enfants et à nos petits-enfants en bon état. Avec nous dans Aidelinks, Dr Ousmane Kaba, président du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES. Alors, oui, vous avez expliqué des choses importantes. Les Guinéens s'accordent tous à dire que vous êtes une expertise en matière d'économie. Vous avez été ministre, vous l'avez prouvé. Mais ils sont plus nombreux ceux qui disent aujourd'hui que vous avez créé le PADES simplement pour régler des comptes au RPG Arc-en-Ciel, parce que Alpha Condé, en l'occurrence, a préféré importer des ministres en charge de l'économie, alors que vous êtes là, donc ce que ça vous a vexé, vous êtes frustré, et donc vous avez créé le PADES. C'est ce qu'on dit dans des cafés de Conakry. Ça vous fait sourire? Non, énormément, parce que ça me fait vraiment rire. La Guinée, on dit tout. Et j'avais jamais pensé à ces aspects-là, franchement. D'abord parce que ce sont des jeunes gens qui parfois sont très compétents. La question est loin d'être là. Ensuite, moi, j'étais conseiller spécial à la présidence de la République, chargé de la stratégie et chargé des relations avec la Chine. À ce titre, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, non, je suis très loin de quelqu'un d'aigri. Et les problèmes que j'ai eus avec le gouvernement, ce sont des problèmes spécifiques. Ça n'a absolument rien de personnel. Je peux me permettre de vous retracer très rapidement les démêlés que j'ai eus. J'ai eu 3 points de divergence. Le premier point de divergence, c'était à cause de la politique énergétique. J'ai dit qu'à mon avis, au lieu de construire de très gros barrages à la frontière guinéenne et vendre l'électricité aux autres pays, si on veut booster la croissance économique, mieux vaut financer des micro-barrages à l'intérieur du pays. Ça, c'est très important pour moi, parce que si notre objectif est de faire de la croissance économique, on ne peut pas faire de la croissance économique dans les zones où il y a l'agriculture sans qu'il y ait de l'électricité.
Donc ça a été notre première divergence. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont dit non, vous aimez trop qu'on parle de... Vous aimez qu'on fasse les investissements uniquement au Guinée et en forêt. Je dis c'est pas vrai. C'est dans ce cadre-là que j'ai expliqué que c'est moi qui ai envoyé le financement de Caleta avec mon équipe dans les négociations avec la Chine et que le gouvernement n'était pas d'accord pour qu'on fasse Caleta. Nous avons dû insister pendant plusieurs mois pour que finalement le gouvernement accepte que l'on fasse Caleta. Donc c'est tout à fait normal que, en tant que député, que je pense à l'ensemble du pays. Vous savez, lorsqu'on est député, on n'est même pas député d'une région ni d'une ville, on est député pour le peuple de Guinée. Et c'est dans cette capacité que j'ai fait des propositions, mais paraît-il qui ont fait scandale. Voilà un point de divergence. Un deuxième point de divergence, c'était à propos de l'éducation. Parce que j'ai estimé que la Guinée ne fait pas suffisamment pour l'éducation nationale. Il y a une guerre ouverte contre les universités privées, ce qui n'est pas une très bonne chose pour un pays, et sans pour autant rien faire pour l'université publique. Alors, si on fait la guerre aux universités publiques privées, sans investir dans les universités publiques, je me demande qu'est-ce que l'on veut. Ça, c'était un point de divergence, et ça n'a absolument rien de personnel, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Deuxième point de divergence. Troisième point de divergence, lorsqu'il y a eu des attaques ethniques au plus haut niveau de l'État, j'ai estimé qu'un pays peut prendre feu pour ça. Et que c'est le rôle des intellectuels de dire nous ne sommes pas d'accord avec cette approche. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de cette déclaration, 48 heures après, que j'ai été expulsé du RPG Arc-en-Ciel par quelques personnes du bureau politique. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours que je ne suis pas en guerre avec le RPG. C'est quelques personnes du bureau politique du RPG, puisque les militants n'ont pas été consultés. Et que moi-même, je suis fondateur de ce RPG Arc-en-Ciel, tout comme je suis fondateur du PADES. Donc je n'ai pas de problème ni avec le RPG, encore moins avec les militants, puisque j'en fais partie. Et j'assume ma part de responsabilité. Voilà. Quand vous dites que vous avez condamné les propos du président, mais on vous avait accusé, vous aussi, d'avoir tenu pire à Kankan. C'est pas vrai. Qui vous raconte, vous savez, les gens ils racontent ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais tenu un propos ethnocentriste. D'abord, ça ne fait même pas partie de ma culture. Je vous renvoie à ma campagne présidentielle de 2010. Vous verrez qu'il n'y a aucun propos ethnique. En réalité, c'est parce que je n'y pense même pas à ça. Simplement, mon environnement culturel ne me permet pas. J'ai vécu dans un monde multiculturel, toujours. Et je considère que la Guinée est un tout petit pays où nous sommes tous frères et sœurs. Franchement, je n'ai vraiment pas le temps de discuter des histoires ethniques. Ça ne m'intéresse pas. Je ne l'ai jamais tenu, je ne le tiendrai jamais parce que ça ne me vient juste pas à l'esprit. Vous savez, moi je suis fondateur d'universités et des écoles. Je suis avec tous les enfants de ce pays. Imaginez le désespoir de mes enfants de dire que moi aussi je me mets à ça. Ce serait la catastrophe. Hein? Donc franchement, je ne suis pas d'accord. Et si demain les mêmes propos sont tenus pour n'importe quel groupe ethnique en Guinée, j'exprimerai mon indignation de la même manière. Alors, malgré tout ce que vous avez eu, en dépit de tout ce que le gouvernement fait comme engagement, pourquoi, selon vous, il ne parvient pas à créer la richesse en Guinée, le gouvernement du président Alpha Condé? Écoutez, c'est très très simple. Qui crée la richesse dans un pays? Ce n'est certainement pas le gouvernement. Le gouvernement encadre le secteur privé. Donc c'est le secteur privé qui crée la richesse dans un pays. En Guinée, aujourd'hui, ce secteur privé est brimé. Il est brimé de plusieurs façons, pour être spécifique. Premièrement, il est brimé dans ses relations avec l'État. Imaginez les entreprises qui contractent avec l'État et qui ne sont jamais payées à temps. Les arriérés sont accumulés tout le temps. Et au moment de payer l'entreprise, elle est déjà fermée. Donc les relations financières avec l'État sont des relations malsaines, où les entreprises guinéennes, les PME, ne sont jamais payées à temps. Pendant ce temps, les agios sont là, les salaires sont payés, et finalement, le promoteur se retrouve au commissariat parce qu'il a des dettes vis-à-vis des tiers. C'est cela, l'assassinat des entreprises par l'État. Première chose. Deuxièmement, des jeunes qui se regroupent pour faire des start-up. Ces jeunes n'ont aucun moyen d'être financés par l'État. Dans les autres pays, il y a des mécanismes très précis
où les banques donnent de l'argent aux groupes d'entrepreneurs, l'État vient par derrière donner des garanties à ces banques pour réduire le risque d'exposition. Donc il y a beaucoup de mécanismes pour aider le secteur privé. Les relations avec l'entreprise. Lorsque le gouvernement prend les entrepreneurs comme des ennemis, je ne vois pas comment l'entreprise privée peut se développer. L'entreprise privée ne se réduit pas à quelques Occidentaux qui prennent des avions pour dire nous sommes des investisseurs extérieurs qui viennent en Guinée. Ça, c'est très bien beau. Mais l'essentiel du tissu, ce sont les Guinéens eux-mêmes. Les jeunes Guinéens de toutes les régions de ce pays qui veulent entreprendre. C'est le paysan, le jeune qui se tourne vers l'agriculture, qui veut faire une petite plantation de 10 hectares. C'est lui l'entrepreneur. C'est lui le héros. Tant qu'on ne réhabilite pas le travail d'entreprise en Guinée, il n'y a absolument aucune solution. Mais une parenthèse peut-être sur le problème du système éducatif, notamment l'université. Est-ce qu'aujourd'hui les universités guinéennes n'ont pas de problème parce que le pouvoir veut régler des comptes avec l'université Kofi Annan? Je ne sais pas si on veut régler des comptes avec l'université Kofi Annan. Moi, je n'ai jamais envie de transformer le débat en débat personnel. Ça n'a absolument rien à voir. Lorsque moi je fais l'université, j'ai été le pionnier de l'université privée ici en Guinée. J'ai été le premier à faire cette université privée parce que j'ai estimé, parce que d'abord j'étais enseignant à l'université publique. Je donnais gratuitement des cours à des milliers d'étudiants ici pendant plusieurs années, gratuitement. Des cours de politique économique, des cours de finance internationale, de banque, etc. etc. Je me suis rendu compte que les niveaux étaient faibles parce que les cours de première année n'étaient pas bien enseignés. Vous savez, c'est à l'époque où on faisait le concours, les étudiants avaient très peu de temps pour finir leur première année, parfois 3 mois, parfois 4 mois. C'est à cause de cela que moi j'ai créé une université privée où je suis très à cheval sur la finition des programmes. Donc, moi je ne pense pas que ce soit un problème de règlement de compte, c'est simplement une politique. Je vous donne un exemple. Cette année, le ministre de l'Enseignement supérieur est venu dire le jour de la rentrée, je dis bien le jour de la rentrée, le gouvernement a décidé que vous ne faites plus filière médecine, on n'envoie plus d'étudiants dans les filières de médecine, dans les filières de médecine dans un pays d'Ebola, on n'envoie plus d'étudiants dans les filières de tourisme dans un pays où on construit des écoles. Des hôtels, excusez-moi. On n'envoie plus d'étudiants dans les filières d'ingénierie dans un pays où on doit encourager la formation des techniciens et des ouvriers spécialisés. On n'envoie plus des étudiants en arabe dans un pays musulman à 95%. Tout ça le même jour, le jour de la rentrée. Alors, je ne discute même pas du bien fondé ou du mal fondé de la décision. Je discute du timing, encore une fois. On ne peut pas faire des réformes le jour de la rentrée sans avertir les acteurs du secteur, sans qu'il y ait des discussions avec ces acteurs-là, sans qu'on analyse ensemble les pour et les contre de telles décisions. C'est ce que j'appelle l'amateurisme et le non-professionnalisme du gouvernement. Voilà ce qui se passe. Est-ce que le dossier du paiement de vos factures, ça avance? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que jusqu'à ce jour, les universités privées n'ont pas été payées depuis le début de l'année. D'abord, les factures de la première année ne sont même pas faites. Je ne parle pas du règlement. Les factures de la première année ne sont pas faites. Les factures de la deuxième année ne sont pas faites. Deuxième année. Seules les troisième années peuvent être payées et là encore rien n'est fait. Mais voilà. Vous, combien vous doit, combien l'État doit, à l'université Kofi Annan en 2 minutes, non, en 2 secondes? Je n'en sais rien parce que c'est pas moi qui fais les factures, c'est encore le ministère qui fait les factures. Mais on dit, il paraît que vous prenez le gros lot. Non, attendez, ça c'est pas la question. J'ai toujours dit que je ne réponds pas à des questions personnelles. Ce n'est pas une histoire de Kofi Annan. C'est l'histoire de l'université guinéenne, des milliers de jeunes dont le destin est en charge. C'est de ça que l'on parle. On parle de près de 30 000 à 40 000 personnes. Donc ce n'est pas du tout une histoire de l'université Kofi Annan. Ne faisons pas du sensationnel. On est en train de parler du devenir de la Guinée et des milliers de jeunes Guinéens. Ce que je peux vous dire, puisque vous aimez tant parler de l'argent, je peux vous dire 2 choses. La première chose, c'est que contrairement à ce qu'on a fait croire à beaucoup de monde, les universités privées coûtent beaucoup moins cher que l'université publique. Le budget de l'enseignement supérieur cette année, c'est de 912 milliards. Ce qui est alloué aux universités privées ne fait même pas le tiers, c'est moins de 300 milliards.
Ça veut dire que c'est le double de ça qui est alloué aux universités publiques. Allez-y dans les universités publiques, les jeunes n'ont même pas de banc pour s'asseoir. Où va cet argent? Plus de 600 milliards, où ça va? Voilà les vraies questions. Et ça n'a rien à voir avec telle université ou telle. C'est un problème global qu'il faut analyser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les tarifs qui sont dans les universités privées en Guinée, c'est les plus bas en Afrique. En moyenne, c'est moins de $500 toute l'année. Et ces étudiants qui sont formés ici sont en concurrence avec des étudiants qui viennent du Sénégal, du Maroc, etc., qui sont formés en moyenne à $4,000 l'année. Leurs enfants qui vont aux États-Unis et en Europe sont formés, surtout aux États-Unis, entre $15,000 et $20,000 minimum. Là aussi, c'est un gros défaut de l'élite guinéenne. Tous ceux qui critiquent ces universités, ils n'ont jamais leurs enfants ici. Et ils envoient leurs enfants à $15,000 et à $20,000. Nous sommes les rares personnes qui faisons l'effort pour former des Guinéens à $500. Et quand ces Guinéens sont formés, ils doivent être sur le même pied d'égalité sur le marché international qui commence à Conakry. Si par exemple la Bissigui fait un concours pour recruter des Guinéens, vous avez des gens qui viennent de René Lévesque, qui viennent de l'université de Nongo ou de Kofi Annan, qui sont en concurrence avec des gens qui viennent de Dakar, qui viennent du Maroc. Ça, c'est les enfants de l'élite et qui viennent des États-Unis, qui viennent du Canada. Ben, malgré cela, nos enfants que nous formons ici ont un peu plus de chance, ils arrivent à faire ce concours-là et parfois à gagner. Ce que je dis, c'est qu'au lieu d'aider ce secteur privé à s'améliorer, en contrôlant les programmes, en faisant de telle sorte qu'il y ait des bons investissements, on veut le tuer, sans pour autant rien faire pour le secteur public. Pendant ce temps, cette même élite envoie ses enfants à l'extérieur de la Guinée et déprime et essaie de briser ceux qui font quelques efforts en Guinée. Voilà ce que je reproche à l'élite guinéenne. Alors, vous êtes des journalistes, avant que quelqu'un ne parle d'éducation, demandez-lui où ses enfants étudient. C'est parce que l'élite guinéenne a ses enfants à l'extérieur. Vos enfants étudient ici ? Attendez, l'élite guinéenne a deux choses. Elle envoie toujours ses enfants à l'extérieur. Elle-même se soigne toujours à l'extérieur. Et les femmes aussi pour accoucher. Voilà, à l'extérieur. Moi, j'ai posé la question de savoir si vos enfants moi, je dis, j'ai 6 enfants. Tous mes 6 enfants ont étudié à Kofi Annan, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. 6 enfants. Qui sont tous nés aux États-Unis, mais que j'envoie ici pour 2 choses. Pour faire l'éducation ici en Guinée et pour apprendre le Coran. Voilà, moi je ne suis pas un hypocrite. Je commence par mes propres enfants à Kofi Annan avant d'envoyer les enfants des autres. Tous ceux qui parlent là, demandez-leur où sont leurs enfants. Première question. Avec nous dans de Lynx, Dr Ousmane Kaba, il est le président du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES. Nous marquons une courte pause, on se retrouve juste après. Vous êtes sur Lynx FM 91.00, vous nous suivez sur www.lynxfm.net. Avec nous dans de Lynx, Dr Ousmane Kaba, président du Parti PADES. Hugo, nous revenons à notre invité, Dr Ousmane Kaba Boubacar. Alors, on constate de plus en plus une offensive du gouvernement Condé, ou bien du régime Condé, vers la Chine, vers la Turquie et d'autres pays, Dubaï, pour essayer de créer la prospérité en Guinée. Est-ce que vous pensez que cette démarche, elle pourra avoir un résultat positif? Avant, je voudrais juste dire ma fierté, partout où je vais, j'ai toujours mes étudiants. Ousmane Diallo, qui vient de parler de Canal, est un produit de Kofi Annan, c'est pour ça qu'il dit fondateur. Dans tous les services en Guinée, c'est comme ça. Au moins, nous faisons un peu. On fait un peu pour ce pays. Voilà, vous me parlez maintenant de la coopération avec la Chine, avec la Turquie, avec beaucoup d'autres pays. C'est une bonne chose. Vous savez, moi je dis que je ne suis pas un politicien classique. Chaque fois qu'il y a des bonnes choses, je les approuve. Mais simplement, puisque moi-même j'ai participé à ça, vous savez, j'ai animé la coopération avec la Chine pendant très longtemps. L'un des gros problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'études de dossier. Les projets doivent être étudiés.
Et c'est les études que l'on doit présenter aux différents bailleurs de fonds. C'est parce qu'on ne le fait pas souvent que les résultats que nous avons ne sont pas des résultats concrets. Souvenez-vous la réunion des bailleurs de fonds d'Abu Dhabi, où on avait annoncé 5 milliards d'investissements. Il s'agissait simplement de simples intentions d'investissement dans différents secteurs, puisqu'il n'y avait pas d'études spécifiques qui pouvaient être financées. C'est vraiment quelque chose qui me désole beaucoup. J'avais beaucoup insisté à la présidence de la République lorsque j'étais conseiller sur le fonds d'études. C'est en raison de cela d'ailleurs qu'on a même créé un fonds d'études qui n'a pu jamais être opérationnel. Tellement j'insistais là-dessus. C'est élémentaire. Vous ne pouvez pas demander de l'argent à des bailleurs de fonds si vous n'avez pas un programme précis, un projet précis dans lequel investir. Or, personne n'investit dans un projet s'il n'y a pas d'études préalables. Voilà une chose très simple qui n'est jamais respectée ici malheureusement. Donc la plupart de nos réunions de bailleurs de fonds, de nos visites, restent sans conséquence à cause de cela. Le gouvernement fait bien de montrer les secteurs prioritaires, les bailleurs s'engagent, mais ils s'engagent verbalement parce que ce n'est pas sur la base de dossiers concrets. C'est ce qui explique que la Côte d'Ivoire, avec le président Ouattara, a eu beaucoup d'argent en Chine. Parce qu'ils ont amené une pile de dossiers. Bien que les Chinois soient plus sympathiques à la Guinée qu'à la Côte d'Ivoire, souvenez-vous. C'est la Guinée qui a présenté la candidature de la Chine aux Nations Unies. C'est de très longues relations. Mais nous ne sommes pas les pays qui ont le plus bénéficié de cette coopération chinoise. Je rappelle que la Chine a pu financer Caleta parce que c'était la seule étude de barrage qui était prête en ce moment-là. Et j'en étais l'acteur principal, je sais. C'est pour ça qu'on a pu financer Caleta, parce que l'étude de Caleta était prête. Donc, vous ne pouvez pas financer des projets sans étude encore une fois. Si on fait cela, toutes les visites qui sont faites, tous les efforts en direction des bailleurs de fonds sont très bons. Moi, j'encourage toujours ce genre d'initiative et du président de la République et du gouvernement d'être en contact avec la Turquie, la Chine. Il faut une coopération qui soit efficace et qui rapporte de l'argent à la Guinée. Voilà. Alors, vous avez tout à l'heure dit vous soutenez, si c'est bon, si c'est pas bon, vous dénoncez. Donc, si on comprend, le PADES n'est ni de l'opposition ni de la mouvance. Est-ce que ce n'est pas un peu une position ambiguë? Alors là, pas du tout. On me pose toujours la question, vous êtes de l'opposition, je dis non. Vous êtes de la mouvance, je dis non. Vous êtes du centre, je dis non. Je dis je ne suis nulle part. Et pourtant, il faut être quelque part. Voilà, je suis simplement de la Guinée. Et ce n'est vraiment pas de la rhétorique. Ce que je dis, je le pense profondément. Je pense que ce pays est assez divisé entre opposition, mouvance, etc. Et que personne n'écoute l'autre. L'une des raisons, c'est parce qu'on se laisse enfermer dans des camps. Et on n'a même plus la liberté de parler, on n'a plus la liberté de penser, et les dialogues se transforment en dialogues de sourds et d'invectives. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. C'est pour cela que je me mets à l'extérieur de ce circuit. Je dis tous les jeunes Guinéens qui ont envie de trouver des réponses précises aux problèmes de la Guinée, aux différents défis de la Guinée, qui sont, je le rappelle, les défis de la pauvreté, les défis des infrastructures de base dans ce pays, les défis de chômage massif de la jeunesse, tous ceux qui sont intéressés à trouver des solutions pratiques aux problèmes guinéens se retrouveront dans le PADES. C'est ce que j'appelle la génération PADES. La génération orientée vers la recherche de solutions concrètes. C'est ce qui nous différencie de tous les partis de ce paysage politique. Moi, je ne suis vraiment pas là pour faire de l'invective. Pour attaquer le président de la République, l'opposition, c'est pas ça mon propos. Alors, qu'est-ce qui va faire que ces jeunes vont vous faire encore confiance? Ils vous avaient fait confiance avec le Parti Plus, vous avez fusionné avec le RPG Arc-en-Ciel, alors. Qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, PADES va rester ad vitam aeternam? J'ai fait fusionner le Parti Plus parce que je croyais sincèrement bien faire. Je me suis trompé, je le concède. Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un humain. Mais c'est ça aussi l'avantage. Chaque fois que l'on se trompe... C'est une expérience. Voilà, il faut tirer les conclusions. D'abord, il faut admettre qu'on se trompe. Et ensuite, c'est ça qui va vous permettre de tirer les leçons pour que ça ne recommence pas. La fusion en elle-même n'est pas mauvaise chose en réalité. Ce qui a été mauvais, c'est que les mécanismes qui étaient prévus n'ont pas pu être mis en œuvre.
il y a beaucoup de naïveté. Hein? Alors moi, je me suis dit, j'ai une certaine expérience, faisons profiter les jeunes, montrons-leur les chemins, trouvons des solutions à leurs problèmes. Il est inacceptable qu'un pays comme la Guinée, j'ai des milliers de jeunes qui sont au chômage. C'est inacceptable. C'est aussi simple que ça. On n'est même pas capable de nettoyer une petite ville comme Conakry. Ça fait combien d'années on tourne en rond? Nettoyer simplement. Avec beaucoup de gouverneurs, bien sûr. Une petite et ville. Beaucoup d'argent. Il faut passer par Koloma, Aboubak. Ouais. Non, je sais justement. Mais, oui. Et aujourd'hui, il y a une situation qui se pose en Guinée. Il y a 2 partis politiques qui émergent et qui pourraient émerger davantage avec cette loi L02 qui